Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Le Bitcoin, comme bien entendu, a tenté son breakout pendant le week-end dans des volumes relativement faibles. En fait, c'est assez surprenant, on va en parler. Puisque la cassure d'un tel niveau, normalement, ça aurait dû déclencher une ribambelle de stop. Et ben non, raté, belle divergence en tentative de cassure du support, sa réintégration immédiate. Et donc on se retrouve de nouveau sous les résistances à voir si cette divergence sera donc activée ou non. C'est le grand thème qui s'est donc déroulé ce week-end. C'est la dernière nouveauté. On va donc revenir un petit peu sur tout ça. Donc voilà, si je cache un petit peu tout, alors d'abord on va commencer, puisque là on est en début de semaine, maintenant la clôture hebdo est actée et elle n'est pas dégueu. Est-ce qu'on est revenu? Voilà, donc c'est important d'un point de vue technique, j'en parlais donc dans l'émission de crypto-analyse là, que j'ai donc enregistrée hier avant d'avoir la clôture hebdomadaire, et je disais bien, il faut faire attention, il faut que la clôture hebdo soit absolument à l'intérieur de celle de la précédente. Sinon, problème. Et il y avait un deuxième élément qui n'est plus là, c'était une pattern de survente. Donc elle n'est plus là, cette pattern, et ça me gêne un petit peu. Parce que pour ne pas vous le cacher, elle me plaisait bien, cette pattern. C'est-à-dire qu'hier soir à 22h, ici c'était détecté en survente. Là, c'est plus le cas. Alors vous voyez que c'est vraiment au poil de cul. Hein. Donc oui, à remettre en question ce que j'ai donc dit sur l'analyse crypto-analyse, tout simplement parce que si cette bougie était bien en survente, comme moi c'était le cas hier soir à 22h, et si elle avait clôturé en l'état, ça nous donnait une information assez intéressante, surtout que ça aurait été la première fois depuis toute l'historique que j'ai sur le Bitcoin, que le Bitcoin aurait été survendu en UT hebdomadaire. Bon bref, de toute façon on va pas parler d'un truc qui n'est pas sur les graphiques. Encore une fois, les patterns, et je vous l'ai toujours dit, moi c'est pas du RSI supérieur à machin plus bidule, c'est des patterns extrêmement compliqués qui requièrent beaucoup d'éléments en validation, et il y a aussi énormément d'éléments qui peuvent les invalider, d'où le fait que voilà, souvent c'est une question qui revient assez souvent d'ailleurs, pourquoi les signaux ils clignotent, ça s'active puis ça se désactive, ça s'active, ça se désactive. C'est parce que là, à 10 ou 20 dollars près, la pattern, elle peut ne pas s'activer parce que les conditions ne sont pas remplies. C'est vraiment aussi con que ça. Et donc là, c'est vraiment, on est dans ce cas-là. Donc plus de survente en hebdomadaire, donc à prendre avec des pincettes. On a quand même des éléments ici assez intéressants, c'est-à-dire quand même une bougie avec une mèche basse, mais on voit qu'il y a aussi une mèche haute. Donc il faut vraiment faire attention dans ce genre de bougie. Normalement, statistiquement, on revient tester le cours d'ouverture et c'est là où on décide. Si le cours d'ouverture de la bougie précédente rejette, c'est que c'est juste bear et il ne faudra pas chercher à se compliquer la vie. Si on arrive à repasser au-dessus, il va falloir voir, mais normalement, voilà. Ce qu'il faut vous dire, c'est que dans un chandelier comme ça, quand on est dans une tendance baissière, on se retrouve avec une grosse résistance sur toute la zone où il y a la mèche. D'accord ? C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans la mèche, là, ça va être très fortement résistant, parce que pour maintenir la tendance baissière, c'est ici que les vendeurs vont essayer de tenir. Hein, d'accord ? C'est ce principe-là, c'est-à-dire que si on reste dans un marché vendeur, normalement, ici, à l'intérieur de cette zone rouge, on devrait trouver des signaux vendeurs qui devraient nous permettre, normalement, de repasser derrière, sous le plus bas qu'on aura fait. C'est-à-dire que normalement, ce chandelier-là, on monte dès le début. On revient chercher, donc on va noter ce niveau technique, l'ouverture hebdomadaire, 6446. Et donc tout ce qui se passe au-dessus de 6446, il faudra chercher et voir s'il y a des signaux vendeurs qui reprennent la main. Si tel est le cas, évidemment, pour les vendeurs, c'est des signaux d'entrée. Pour ceux qui sont acheteurs, c'est des signaux de sécurisation. Toujours pareil. Hein, maintenant, moi, je ne vous donne plus de billets très clairs, acheteur ou vendeur. Je vous dis ce que je fais, mais en étant totalement conscient qu'à ce stade-là, moi, je ne sais absolument pas ce qui va se passer. On est vraiment en train de travailler un support. Il y a autant de signaux acheteurs que vendeurs. Il faut vraiment choisir un camp et vous y tenir. Donc, c'est pas là, il faut copier fil parce qu'il achète ou qu'il machin. Non, c'est juste, faites un choix vous-même, en votre âme et conscience, et tout simplement, encore une fois, après, derrière, utilisez la stratégie pour vous positionner quand c'est votre tour. Allez, en daily, on regarde si on a des informations. On va enlever encore une fois pour avoir une lecture simple. Donc là, on voit bien la belle grosse divergence, mais par contre, on se rend compte que ce n'est pas spécialement une divergence, c'est juste une contraction du momentum. C'est-à-dire que ça fait 3 fois que le momentum fait des creux de plus en plus haut. Il fait également des sommets de plus en plus bas. Donc momentum en contraction et des prix baissiers. C'est jamais nécessairement un signal de reversement, ça. Pas du tout. Ça peut être au contraire un signal de temporisation avant, bam, une nouvelle accélération et une réaccélération du momentum. C'est-à-dire du triangle, on pourra en sortir par le
bas et avoir une grosse accélération baissière. Donc le scénario vendeur, d'une, il est absolument pas à supprimer, mais alors vraiment absolument pas. Je dirais même qu'il est très probable, mais qu'on saura ça dans les prochains jours. C'est-à-dire que là, pour moi, il n'y a pas 50 solutions. Soit on en sort par le haut de ce triangle. Je pense que quand même la tendance baissière, là, s'est imprimée depuis un bon moment. Donc si elle veut s'interrompre, on a, je pense, un timing qui s'y prête. Maintenant, il va falloir que le momentum le montre. C'est-à-dire, je veux une cassure du momentum qui arrive à casser le plus haut ici. Si on a ça, mécaniquement, je pense que les prix vont venir chercher la résistance et essayer de la déborder pour aller chercher la suivante. Ça nous ramène sur les niveaux qu'on a identifiés, hein, tout simplement. Vous allez voir. On note ici que sine wave termine une oscillation baissière, donc encore un élément qui tend à plaider qu'effectivement on va trouver un bottom, on devrait trouver un bottom par là, en tout cas ça devrait freiner un petit peu, et puis si ça repart à la hausse, on va espérer voir si le momentum réussit à briser son triangle, pour tuer tout simplement la tendance baissière qu'on a ici. Hein, vous voyez bien de toute façon quand vous prenez la trail line, elle joint tous ses sommets, et vous avez bien une belle trend line sur les prix qui fait la même chose. Donc sortie de cette trend line, ça traduirait normalement la sortie haussière du momentum. Voilà. En 2 heures maintenant, et on fait l'analyse. Voilà donc la zone, je pense, de la semaine, ici. Donc l'entrée ici. Alors là, tout simplement, je vous ai mis un fixed range et j'ai sorti toutes les zones où on a un peu de volume, ici, ici et ici. Ce sont les 3 prix de la semaine à noter pour moi. 6381, mais on voit qu'il est sous la zone. Donc celui-là, honnêtement, je pense qu'il n'a aucun intérêt graphique ni technique. Celui-là, je pense qu'il a un intérêt. Alors ceux-là, on va les supprimer, il n'y a vraiment plus besoin. Ils ont déjà été plus que testés. On n'en a vraiment aucun besoin maintenant. Celui-là, on l'a testé également. Et celui-là, on est dessus. Alors voilà, en fait, je vais faire une redite parce que c'est quand même important. Et pour ceux qui ne veulent pas aller regarder l'émission Crypto-Analyse, je vais le refaire parce que c'est quand même un élément technique important. Pourquoi on s'est arrêté ici ? Tout simplement parce que graphiquement, ce point-là, on ne le voit pas beaucoup. Je vais vous expliquer. Voilà. Graphiquement parlant, on ne le voit pas. Quand on cassait ce support, et je vous avais dit même moi-même, si on casse ce support, normalement c'est game over, il n'y aura plus d'acheteurs, il n'y aura plus rien. Il se trouvait que si, en fait, il restait un petit bout de support en dessous. Quand on le trace au volume profile, c'est absolument hallucinant. D'ailleurs, je vais le refaire parce que je pense que d'un aspect technique, c'est important. Qu'est-ce que c'est que ça ? D'ailleurs, ça doit y être. Alors, on va le refaire. Donc voilà, on prend le fixed range et on se le met ici. Voilà. Et en fait, vous voyez, c'est-à-dire qu'ici, moi j'aurais tendance à dire que le support est là. C'est le support qu'on testait, hein, les 5920 et compagnie, là. J'aurais eu tendance à penser que le support était là, parce que c'est ici qu'on a fait plusieurs bougies avant de se retourner. En fait, non. Vous voyez qu'ici, il y a eu un gros spike de volume sur ce niveau précisément. Et en fait, c'était là. C'est là qu'est le niveau, 5800. Et là, le marché est juste venu tester ça et ça rebondit. Donc, il faut faire très attention. Moi, je pense toujours pas qu'on soit dans un marché baissier. Je vous rassure, je suis toujours dedans. Hein. Et je pense qu'on est bon. Maintenant, là, il va de soi que si ça tombe, il n'y a plus rien. Voilà. Là, cette fois, il n'y a plus de support possible. En dessous, c'est le néant. Donc, si on tombe plus bas que les 5008, là, clairement, pour moi, c'est du stop. Là, il n'y a plus de doute. Je sais que ça fait plusieurs fois que je vous dis ça, mais bon, à chaque fois que je me fais déclencher les alertes invalidation, je vais voir mon marché, je l'analyse et puis je me dis, ouais, mais non, en fait, ils nous prennent juste pour des imbéciles. Donc, je déclenche pas les stops. Mais par contre, voilà, là, cette fois, ça retombe et je laisserai tomber ce marché parce que là, voilà, sous 5008, c'était vraiment le support de la dernière chance. À ce niveau-là, je pense que tomber plus bas que ça, c'est effectivement la dégringolade. Et après, c'est plus que des niveaux en cassure. Là, il n'y a quasiment aucun support intermédiaire. Donc vraiment, pour moi, la dégringolade, après, c'est plus de 1000 à 1500 $ de chute libre. Donc, premier niveau technique, ici. 6510, c'est le premier niveau où on a un peu de volume au-dessus de notre cours d'ouverture hebdomadaire précédent, d'accord ? C'est-à-dire la semaine précédente, on a ouvert par là, voilà, on a ouvert ici, on a ouvert là pour être précis, voilà. Donc c'est bien ce niveau-là qui nous intéresse. Moi, je vois bien ce niveau de prix-là qui peut catalyser son niveau de résistance. Il y a celui-là qui me semble un peu plus intéressant. On a un peu de volume ici, 6656. Donc je dirais celui-là peut être intéressant, mais honnêtement, je n'ai aucune idée de savoir si un signal vendeur ici sera prenable. En tout cas, si vous êtes dans le camp vendeur et que vous tentez une vente sur ce signal-là, avec un double signal des indicateurs, pourquoi pas ? Mais je pense qu'il faudra gérer son risque au-dessus du suivant. C'est-à-dire qu'il faudra vraiment un stop là, assez largement au-dessus des 6006, donc je dirais un mini 6007 pour essayer de jouer un short, parce que pour moi c'est plutôt celui-là qui a des chances de jouer son rôle. Mais voilà, notez quand même celui-là, on ne sait jamais, ça peut être la première zone résistante. C'est-à-dire si les bears sont vraiment très agressifs, boum, ils vous shortent le premier niveau au-dessus du cours d'ouverture hebdo, et derrière ça repart au sud. C'est un schéma, voilà, ça c'est le schéma de baisse pour moi. Alors le pire de tout, ce serait que ça rebaisse direct. C'est pas impossible, encore une fois,
Mais je pense quand même pas. Moi, je dirais quand même, dans ce schéma-là, c'est ça qui me semble le plus probable. Et même dans le scénario le plus bear, je pense qu'on aura quand même une extraction haussière. Et alors là, il va de soi que tout repli vers la médiane, pour moi, c'est des cassures derrière. C'est-à-dire que là, effectivement, je suis prêt à repasser vendeur. Moi, la semaine dernière, je n'ai pas voulu passer vendeur pour plusieurs raisons. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a invité à ne pas prendre les stops. Tout simplement parce que ce marché, il n'a pas donné le moindre signal vendeur ici. Là, il a bien montré, ok, on refait un cycle vendeur. Et je m'attendais du coup ici. Vous voyez, en fait, j'attendais le TP et d'un coup, boum, j'ai revu la grosse messe et j'ai fait, ok, d'accord. Bon, ils nous prennent juste pour des imbéciles. Ça chasse les stops. Et puis, en fait, une fois qu'on a déclenché les stops, il n'y a plus personne qui vend. Donc, je ne pense pas qu'on soit dans un marché accessoirement excessivement vendeur. Mais je pense quand même qu'il faut rester prudent. C'est-à-dire qu'en tant qu'acheteur, ça reste contre-tendance et il va de soi que vos stops, les marchés les veulent. Hein. Voilà. C'est ce qui vous a bien montré. Hein. C'est quand on déclenche des mouvements comme ça et qu'on vous laisse aucun pullback, parce que le marché d'un coup il se dit ok, allez c'est parti, on va prendre les stops et on va y aller jusqu'à ce que ce soit plus rentable. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Hein. C'est-à-dire qu'on voit qu'une fois que tous les stops sont déclenchés, il ne se passe plus rien. Il ne se passe plus rien et on revient immédiatement chercher les résistances. Donc je pense prudence, vraiment prudence dans ce marché. Donc ça, c'est le scénario bear. D'accord. Le plus bear, évidemment, serait de faire la même chose sans même revenir ici. Mais dans tous les cas, voilà, pour moi ici, vous voyez, j'ai mis mon alerte invalidation ici. Si on revient tester et qu'on repasse sous les 6009, sous les 5009, pardon, pour moi c'est game over. Je préfère déclencher le stop ici plutôt que d'attendre qu'on vienne là. Hein. Pour moi, il n'y a aucune chance que... Voilà. Normalement, ce prix-là, on ne doit pas... Alors, on peut venir le toucher, hein, encore une fois. Mais si on commence ici et que je vois qu'il n'y a aucun signal d'achat... Je préfère déclencher les invalidations cette fois pour de vrai. Hein, il n'y aura pas de non, je reste. Voilà. Cette fois pour moi c'est vraiment terminé. On a tout fait. J'ai eu beau chercher hier soir, hein, voir si on n'aurait pas des petits niveaux intermédiaires en bas, juste pour aller emmerder le monde une fois de plus. Il n'y a plus. Voilà. Donc là, si on redescend, je pense que c'est fini. Par contre, si on remonte et qu'on sort du canal par le haut, ça veut tout simplement dire qu'ici, on aura formé le fameux support. Celui que je cherchais à acheter ici. Hein, mais dans ce cas-là, encore une fois, le Bitcoin aura juste fait une poussée supplémentaire pour m'emmerder. L'option numéro 2, tout simplement on s'enfonce bien là-dedans et ensuite ça fait support, c'est-à-dire on sort du canal, ensuite le canal revient faire son rôle de support. Et je pense qu'au courant de la semaine, on peut s'attendre à un mouvement comme ça, c'est-à-dire une semaine assez haussière. Pas nécessairement un truc énorme, mais voilà, disons que en fait, une fois qu'on aura franchi, enfin si on franchit ça, c'est-à-dire si on arrive à franchir le plus haut du chandelier hebdo précédent, ce qu'on appelle un avalement haussier, en tout cas on va casser le plus haut du chandelier, le chandelier précédent étant juste au-dessus, je pense qu'on le cassera dans la foulée, et il n'y a rien en fait comme zone de volume avant 7002, ce qui fait qu'on pourrait très rapidement retrouver une accélération assez puissante, 7002, voire carrément 7006. Hein. Donc à noter en tant que schéma, alors 7006 peut-être pas cette semaine-là, hein, voilà, peut-être quand même y aller un petit peu mollo, mais dans le schéma, voilà ce que je verrai donc cette semaine. Donc le cluster ici, très intéressant à surveiller parce que ça pourrait catalyser un scénario ultra bear, hein, si cette trendline fait un troisième point de contact vendeur, cette fois la médiane ici on va la démonter, hein, voilà, qu'elle soit claire, 3 rejets de la résistance, c'est on passe et on va chercher le support derrière. Ça, c'est notre fameuse grosse médiane daily, je vous le rappelle. Donc, vous voyez, le marché, il fait quoi? Il oscille autour, hein, il n'arrive pas à s'extraire par le bas, ça passe toujours pas. Troisième fois. Et d'ailleurs, je vous rappelle, la semaine dernière, je vous ai dit en fin de semaine que je pensais qu'on allait osciller entre la médiane de ce canal-là et la médiane du canal daily. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Mais je pense qu'on va en avoir une extraction haussière. Donc, parce que tout simplement, si c'était vraiment vendeur, je pense que là, on avait tout ce qu'il fallait pour y aller, et ça n'y va pas. Donc, 2 touchettes en rejet sur le médiane du canal, je pense qu'on va s'extraire de la médiane daily et retourner chercher à terme l'oblique daily ici, voire la franchir un petit peu. Donc, je reste toujours dans le scénario acheteur pour l'instant, puisque malgré toutes les tentatives baissières récentes, je ne vois rien de convaincant en soi dans ce marché. Donc j'attends, hein, mais quoi qu'il en soit, là, on est vraiment sur les dernières phases, invalidation, si ça retombe, c'est terminé, et on n'en parle plus. Mais voilà, je dirais donc un scénario haussier maintenant qui vient de changer, donc c'est-à-dire une invalidation en bas, effectivement, et je mettrai un scénario en validation par là. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que si on arrive à revenir chercher cette résistance-là, je pense qu'on peut de nouveau valider le scénario daily. C'est-à-dire que là, encore une fois, ça a été validé ici. Et puis, on est revenu chercher les invalidations, ce qui veut dire que pour moi, je ne déclenche pas les stops d'invalidation, mais je me suis complètement interdit de trader ce marché. Dans le raisonnement dont on avait parlé la dernière fois, pour moi, je viens de remettre des black box là. C'est-à-dire que là, maintenant, tout ce qui se passe là-dedans ne m'intéresse plus. C'est soit on arrive à revenir sur les niveaux de la semaine passée et derrière, on va chercher à les déborder. Et là, je pense qu'on peut retrouver un sentiment acheteur si on va chercher la validation terminée. Hop. Voilà. Pour la partie Bitcoin, pour la partie Ethereum, ça reste un petit peu plus vendeur, mais on voit qu'en termes daily, c'est ce que je vous ai remarqué, on est sur un marché qui ici est beaucoup plus soutenu.
On voit bien la trailline qui est plutôt puissante et qui joue bien son rôle. D'ailleurs, c'est peut-être l'Ethereum qui a permis au Bitcoin de ne pas s'effondrer. Donc voilà, moi en fin de semaine dernière, donc je vous le cache pas, pendant le week-end, pardon, donc je suis allé me faire, je vous rappelle, j'ai ouvert un compte sur le cash, donc je suis allé m'acheter quelques Ethers, quelques Bitcoins et quelques IOTA. Alors j'y suis allé vraiment très 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 mollo, qu'on soit bien prudent sur les mots qu'on utilise. Ne pensez pas que ça y est, Phil est en train de passer acheteur. Phil, il a prévu de mettre 10 à 12 000 euros dans les cryptos et il en a simplement mis 1005 ce week-end. Voilà, c'est-à-dire j'ai mis un dixième de ce que j'espère mettre à la fin. Donc c'est vraiment, encore une fois, je me suis dit, bon allez, je vais quand même en prendre un petit peu. Et puis comme c'était le week-end et que les marchés, qu'Active Trade ne me proposait pas de cotation, je suis donc allé me servir sur le cash. Mais qu'on soit bien d'accord, hein, voilà, c'est juste purement c'est de la poudre. Voilà, c'est vraiment rien en termes de volume exécuté. C'est juste que voilà, j'avais envie de me positionner, donc j'ai pris un petit peu, donc à la fois IOTA, Ethereum et Bitcoin. What else? Ben voilà, c'est à peu près tout pour la partie crypto. Donc à surveiller maintenant, voir si on active les scénarios ou pas. Donc nouvelle black box pour moi, menée toujours par le Bitcoin. C'est le sentiment que j'en ai pour l'instant. Donc je pense attendre de voir ce qu'il en est sur cette partie Bitcoin. Donc tout ce qui se passe à l'intérieur de la black box cette semaine ne m'intéresse pas. En tout cas, j'ai envie de dire le minimum pour la black box, c'est au moins 6441. Tout ce qui se passe là entre les deux, c'est juste du bruit qui peut soit vous faire FOMO, soit quoi que ce soit, mais quelconque signal qui pourra se produire entre les deux là, aucun intérêt. Ok ? Allez, on bouge, on va sur, aïe, GBP, ça me plaît pas. Pourquoi ça baisse? Bon, ça baisse pas grand chose, c'est pas très grave. Tant qu'on reste au-dessus des médianes de Canal, ça me va très bien. Maintenant, je pense que GBP, vu qu'il a fait son gros décollage la semaine dernière, vous voyez, hop, sur vente, là, on est bien. Donc le momentum est bullish. Je pense qu'on va pas tarder à avoir Sine Wave qui va nous faire la même. On voit bien deux petites vagues correctrices, une première impulsion ici, on est en train de finir la deuxième, ça me paraît bien, GBP pour passer un petit renfort si on se redirige vers les résistances. Donc je note GBP, un petit renfort à faire éventuellement en cas de clôture de cette bougie 2 heures en l'état, c'est-à-dire dans... Combien de temps il reste? À 55 minutes. Donc dans 55 minutes, si le GBP clôture la bougie comme ça, pour ma part, il y aura un renfort donc sur cette zone support à 1,32-34 avec un stop qui sera donc ici toujours puisqu'il a été remonté la semaine dernière. Le gold, ça veut toujours pas décoller, il nous emmerde au possible. Est-ce que ça vient du dollar? Oui. Donc l'AUDNZD, est-ce que ça redécolle? Bon, il va falloir franchir les résistances. Ah bah ça a été fait en fait, j'ai même pas vu qu'on les avait déjà franchis. Putain. Génial, la IDNZD, celui-là c'est Rocket Mode. Donc on attend patiemment, mais effectivement là on est bien schéma donc de vague 3 étendue, oui, ça retrace quasiment plus rien. Je m'attends à ce que la IDNZD ça continue en ce sens. L'euro-yen, ça n'est pas pour me déplaire non plus. Pour l'instant, pas encore de renfort là pour ma part. Ou alors je ne sais plus si j'en ai pris un ici, je ne sais pas. Enfin pour l'instant je ne sais plus. Mais quoi qu'il en soit, l'euro-yen levier, hein, donc je ne me presse pas non plus à renforcer comme un cochon. Mais ça me paraît quand même bien orienté ce truc-là pour aller donc déborder du support. Qu'est-ce qui pourrait nous rester comme niveau de support intermédiaire? Là plus rien. Le prochain point d'arrêt ce sera là. Enfin ce sera par là. Hein. Donc voilà, considérez cette zone comme une zone de support. Hop. Voilà. Donc dans cette zone-là, je pense pouvoir sans problème retrouver éventuellement des petits sentiments acheteurs. Mais donc dans ce cas-là, vous voyez, ça semblerait indiquer plutôt un schéma vague 1, 2, 3. Vous voyez, on ferait peut-être un truc comme ça. Et on pourrait éventuellement se garder 4, 5 et vague 5 étendue. Ça ne me semble pas impossible comme schéma. Hein, sur l'euro-yen, c'est-à-dire qu'on comprime d'abord, on fait croire qu'on n'y va pas, et puis bam, on défonce tout ce petit monde. Je dis toujours le contretemps avec les indices américains et la vente de volatilité qui fait qu'au final, les achats de yens peuvent être retardés dans le temps. Bon, quoi qu'il en soit, moi je reste vendeur de ce marché, il n'y a pas de souci. J'attends qu'on déborde ce support-là, qui était un TP. Donc dès qu'on passe sous ce TP, ça veut dire qu'on peut valider la résistance là, ça veut dire que je pourrais abaisser mes stops et me focaliser sur de nouveaux renforts. Pour l'instant, effectivement, je préfère pas trop empiler, vu que j'ai du levier. Parce que le risque c'est que si vous vendez trop d'un coup, après le stop, enfin le niveau de votre prix d'entrée lui il s'abaisse et puis si le marché repasse au-dessus, vous risquez de vous prendre une perte sur un marché qui pourtant donne les signaux attendus. Donc vraiment moi je pense patient sur l'euro-yen maintenant avec je cache pas un levier dessus pour moi sans problème, mais ça me semble un peu trop précoce pour des renforts.
Voilà pour la partie FX, je vois rien d'autre à noter. Bon, la partie action, on va en parler rapidos, mais ça semble bien se goupiller pour cette semaine. Les taux, alors, on est bien en train de basculer gentiment sous ma zone. Bon, après, je flippe pas plus que ça, hein. Les contrats de Bund que j'ai là, à la vente, ont une expiration en septembre, je crois, un truc comme ça. Donc là, j'ai tout l'été pour retrouver une hausse sur l'obligataire allemand et ça ne sera pas pour me déplaire. Je vous rappelle qu'on se dirige quand même vers des sorties de QI. Côté US, là par contre, ça se goupille bien, effectivement. Ça part au sud pour les taux. Donc les contrats de taux sont recherchés. Et ça montre bien, voilà, la liquidité sort petit à petit du marché action. On sent bien que le risque commence à arriver et qu'il n'arrive plus à tenir grand-chose à Wall Street. On va vérifier ça immédiatement. Voilà, le VIX à 15, ça y est, enfin. Waouh! Enfin, ils nous foutent la paix avec le VIX. Bon voilà, on franchit des résistances, on revient chercher les cycles TP. Je pense que le VIX, c'est enfin du pognon qui va arriver dans les caisses. Je m'attends à ce que ça parte un peu en panique aujourd'hui. On va noter le niveau des 16,8 qui pourrait être une résistance maintenant. Moi, je ne le pense pas. Ils ont suffisamment fait les cons avec le VIX. À un bout d'un moment, ça va leur péter à la gueule. Et c'est ce que je vous dis depuis des mois. Donc, je m'attends à ce que le VIX, ça dérouille, mais sévère. Donc, il y a 2 niveaux à surveiller quand même. 16,8 où il ne faudra pas faire n'importe quoi. Si, comme par hasard, ici, ça se remet à vendre de la volate et ça commence à casser les supports, il faudra peut-être envisager les sorties des contrats de volatilité. Maintenant, j'ai une expiration toute fraîche à 1 mois et je pense que je vais les tirer loin, ces contrats. Et je m'attends à un minimum 21 et très honnêtement, si ça peut aller plus loin, ça ne sera pour me déplaire. Côté Hang Seng, voilà, ça continue. On vient de casser le support, donc c'est game over sur la partie Hang Seng, direction le bas des canaux. On est bien ici en franchissement de la médiane de ces canaux. Je vous le mets. Viens là. Voilà, donc là on est bien en train de passer sous la médiane, là on a une clôture franche tout en bas, donc c'est soit il y a invalidation demain hein, pour une raison X ou Y, et vous voyez on va osciller autour de la médiane, soit c'est que c'est terminé, les oscillations on les a déjà faites, on est en train de basculer dessous avec une belle clôture franche si vous mettez en daily, hein, voilà, là la clôture elle est bien belle, elle clôture sous le plus bas du jour précédent. Alors on serait sur la target ici, mais bon moi, honnêtement je pense qu'il n'y a pas de chance, il y a très peu de chances que ça pullback ici, ou alors un petit pullback et on va se retrouver une bonne grosse rouge derrière. En tout cas, ça dérouille en Chine, ça veut dire qu'il ne se passe rien de bon. Ça dérouille sur le JPN et ça non plus, c'est pas pour me déplaire. Donc on voit bien hein, petit à petit le marché qui commence à rendre les gains. Là, on casse un support, tout le monde pense que c'est boule et qu'on va, eh ben non, on casse plus les résistances, on se repète la gueule. Là, au bout d'un moment, dès qu'on commence à casser ce support-là, tout le monde passe vendeur. Et autant vous dire qu'ici, on aura très rapidement vu les décrochages et les potentiels baissiers. Mais encore une fois, mon job à moi, c'est d'anticiper ce que vont faire les autres avant qu'ils s'en rendent compte. Dites-vous bien que voilà, ce marché-là, dès qu'il lâche ce support, tout le monde va se rendre compte qu'on vient par là. Et là, autant vous dire que tout le monde va passer vendeur de toutes les actions mondiales, hein, c'est-à-dire probablement une phase de panique globalisée sur les actions. Phase de panique qu'il faudra probablement acheter. Hein, je le répète, pour moi, ça reste des scénarios consolidants qui vont proposer derrière des prix assez attractifs sur des actions. Si tout se passe bien, je vous rappelle que si ça part en guerre commerciale ouverte et que ça continue dans ces conneries-là et que la croissance commence à réellement se dégrader, dans ce cas-là, il ne faudra pas jouer les achats, hein, bien entendu. Mais si tout reste à peu près comme ça, je pense que franchement, ça peut se jouer encore des achats d'actions, mais alors vraiment 10 à 15% plus bas. À surveiller aujourd'hui, il faut que les junks soient vendus pour confirmer les ventes indicielles. Je veux voir les junk bonds se rediriger vers les supports brutalement. Normalement, les junks doivent être même encore plus baissiers que les actions. Alors le junk bond, c'est un futur, là qu'on suit, c'est un tracker ETF sur le futur, donc il cotera que cet après-midi. Et quand il va reprendre, je veux le voir évidemment confirmer les ventes, donc le voir bien baisser cet après-midi. Mais là, on est quand même sur un marché donc, qui a vendu la survente. C'est plutôt pas mal, ça montre bien un sentiment vendeur. Le VIX donc qui éclate, on l'a vu, les indices chinois qui se dérouillent, tous les indices mondiaux qui se repètent la gueule, et on va regarder le S&P 500. Voilà, no comment, cassure du plus bas, direct, lundi matin. Moi, ça me plaît. Ça montre que ce marché n'est pas du tout boule. S'il était boule, honnêtement, on aurait tenu le bottom de vendredi dernier. Le momentum casse le bottom. C'est-à-dire que là, il n'y a pas 50 solutions. Hein. Soit ça, on va s'épuiser à la vente et d'un coup, bam, ça repartira extrêmement puissamment acheteur. Je vais vous donner des arguments techniques à surveiller dans les deux scénarios. Donc pour les bulls, si vous êtes dans un scénario où vous êtes bullish action,
D'accord, voilà ce que vous allez chercher, ça. Et le marché, normalement, ici, il va essayer, vous voyez, de gagner du temps, essayer de tenir cette zone support, et bam, derrière la réactivation haussière, je pense que c'est ça que vous voudrez acheter. Donc, dans un scénario acheteur, je pense que là, il faut laisser les bears prendre la main. Alors évidemment, il ne faut pas que les bears collent un gros marabouseau rouge, hein, sinon vous êtes terminé. Mais je pense qu'il faut faire en sorte que ça grind, mais qu'on n'arrive pas à vraiment baisser. Vous voyez, que les chandeliers parviennent à revenir à chaque fois clôturer à l'intérieur du chandelier précédent et ne pas clôturer tout en bas. Si on garde ces structures de chandelier là, on a bien un support ici en 2 heures. Je vais vous montrer. Voilà, petite zone support ici en 2 heures qui peut s'étaler jusque là. Hein, voilà. Donc théoriquement, hein, dans un marché vendeur, je pense qu'on va essayer de basculer là-dessous. Donc ça veut dire, voilà, essayer de grinder comme ça, mais il faudrait que la pente reste faible. Vous voyez qu'on montre bien quand même qu'à chaque fois que ça vend, il y a des acheteurs en intraday qui font qu'on ne clôture pas tout en bas sur les journées. Hein, voilà. Et je pense que dans le cas où on aurait donc ça, hein, un marché qui parvient donc à zigzaguer un peu comme ça, et qui revient ici, là, bam, dès que vous aurez un avalement haussier daily, c'est-à-dire dès qu'en daily, on arrivera à casser le plus haut du chandelier précédent, je pense que c'est là où sur un pullback, il faudra se passer acheteur. Et là, évidemment, moi, je suis prêt à passer acheteur des actions américaines dans ce schéma-là. Hein, alors peut-être même ici, se dire, voilà, ça partira probablement en mode V-bottom ici et assez brutalement. Ça ne m'étonnerait pas en fait que Wall Street fasse un truc très 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 brutal comme ça derrière. À surveiller, hein. Mais là, il va de soi que ce qu'on a maintenant à Wall Street, ils vont commencer à se poser des questions. C'est-à-dire que là, maintenant, le monde entier est en train de se délester des actions, sauf eux. Donc, au bout d'un moment, soit ils rachètent les actions du monde entier, mais est-ce qu'ils ont les moyens? Je ne pense pas. Ou est-ce qu'eux aussi vont finalement lâcher un peu du lest? Et par contre, je vous dis, comme ils ont pris beaucoup d'avance à la hausse, ça risque de dégommer sévère à Wall Street si ça doit baisser. Allez, on reste patient, on voit bien qu'on est sur une fin d'oscillation baissière, ça fait déjà 2 cycles à la baisse, donc normalement Sine Wave ici va détecter un cycle, ce sera très probablement un cycle de take profit, ce qui m'invite à penser que ce scénario n'est absolument pas à écarter, mais par contre soyez bien conscients que là si ça reste bien bear et si ce soir on clôture en bas, Sine Wave détectera pas la fin de cycle et pire que ça, on sera bien dans des breakouts baissiers. Donc à surveiller sur ce truc-là, mais pour l'instant, pour moi, ça ne s'annonce pas très très bien à Wall Street, malgré tout ce qu'on aimerait vous vendre. Donc après, ils font tout encore une fois pour tenir. Hein. Je vous ai dit, Wall Street, ce seront les derniers à lâcher, mais par contre, s'ils lâchent, ils vont lâcher, mais comme des cochons. Hein. Voilà. Donc à surveiller ce truc-là dans cette semaine. Tant qu'on ne sort pas de ce canal, il n'y a pas réellement de sentiment vendeur. Donc restez prudent. Ici, il ne faut pas être agressivement ultra bear. Je pense que ce serait une erreur que de commettre ce choix. Moi sinon, de toute façon, je suis toujours à la recherche de ventes sur l'ensemble de ces marchés, mais pour l'instant prudemment. Voilà, je reste vendeur, mais très 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 prudemment. Les ventes ont donc été allégées en fin de semaine à cause du risque sur les clôtures. D'ailleurs, je vous invite à regarder ça immédiatement. Hop. Voilà, donc en hebdomadaire, hein, quand on a un truc comme ça annonce rien de bon. Hein. C'est-à-dire que là, effectivement, le chandelier hebdo précédent, il était un petit peu particulier. Moi, là, je pense que si Wall Street ne parvient pas aujourd'hui à revenir tester 2754, ça annonce très mauvaise chose pour cette semaine. C'est-à-dire que si le plus haut de la semaine, c'est la vente et qu'on ne revient pas ici et qu'on s'amuse à casser les supports, voilà. Hein, je dirais que là, petit à petit, Wall Street, ça commence à repasser vendeur en hebdo. Je vous dis, en hebdomadaire, derrière, il faut vraiment du jus pour arriver à arrêter tout ça. Donc le risque, là, évidemment, c'est que le plus haut de la semaine soit ce qu'on ait fait ce matin. C'est-à-dire que Wall Street, ça s'oriente direct à la vente et que la séance soit baissière cet après-midi et qu'on aille casser le plus bas. Et dans ce cas-là, ça nous annoncera une semaine probablement très baissière. Donc vraiment, faites attention. Hein, mais là, Wall Street, il faut absolument qu'ils jouent leurs cartes en sachant que le momentum est bear. L'oscillation sine wave est bear. Pour moi, il y a peu d'éléments qui donnent envie d'acheter ce marché. Maintenant, encore une fois, c'est Wall Street, ils nous ont tellement surpris ces derniers temps que je ne serai pas non plus, encore une fois, complètement réticent à une invalidation du scénario. Mais là, pour l'instant, pour moi, ça s'oriente clairement vers une déstructuration de la balance en faveur des vendeurs. Et ça fait longtemps qu'on l'attend. Donc, je vous dis, si ça déclenche, il ne faudra pas pleurer. Voilà pour les scénarios. Alors je vais quand même analyser le DAX puisque je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment ça, qui me le demandent souvent. Je vous l'ai dit, pour moi le problème c'est que le DAX se trade par rapport au S&P 500 et que tant qu'on ne sait pas ce que les Américains font, on ne sait pas ce que le DAX fera. Moi ce qui m'inquiète par contre sur le DAX, c'est son schéma en daily qui invite à penser que de très très mauvaises choses se présentent devant lui s'il continue en l'état, le petit DAXou, parce que là ça fait en gros double top avec un canal baissier.
Voilà, donc là, on n'est pas encore basculé sous la médiane, donc c'est pas non plus la fin du monde. Mais très honnêtement, voilà, moi je pense que ce marché-là, il n'a pas de support tant qu'il n'est pas à la médiane. Donc j'ai envie de dire que là, il y a de la place au sud. Sur le Daxou, il est dans un cycle baissier sine wave, le momentum est bear. Et voilà, prix momentum sine wave bear, je ne vois pas ce qui va se mettre en opposition de ça. Je pense qu'il y a des ventes à faire et probablement la cassure donc, de cette zone-là à travailler pour jouer. Donc aller chercher légèrement en dessous, on voit qu'on a des petites zones support par là, vers par exemple sous les 12 300 points. Ça semble être le prochain objectif, là où on retrouvera la médiane du canal pour temporiser un peu. Et puis si Wall Street dérouille, c'est direction bas de canal. Moi je vous ai parlé de ces zones de prix il y a un bon moment sur le DAX. Ça me choquera absolument pas qu'on revienne ici. Et pour moi c'est ça, c'est-à-dire DAX fait ça. Donc le DAX nous lâche un bon moins 8. Là où Wall Street fera un moins 15, d'accord, mais il faut être conscient que le DAX a déjà pricé une bonne partie de cette baisse, ce qui fait qu'en fait, de haut en bas, ça fait la même chose pour tout le monde. Voilà, ça fait du moins 10, moins 15, à peu près pour tout le monde, en moyenne. Certains indices lâcheront plus par rapport à leur sommet historique, d'autres lâcheront moins, mais je pense que dans tous les cas, on est dans cet ordre-là sur l'ensemble des indices actions. Ce qui m'intéresse donc pour clôturer cette émission hebdomadaire derrière, c'est donc de voir le gold enfin quand même déclencher des achats et que je puisse passer au renfort. Donc théoriquement, de toute façon, vous avez bien compris, si le scénario action commence à se déclencher, c'est cette semaine, puisqu'on a donc ouvert la semaine à la baisse et qu'on se dirige immédiatement vers le plus bas du chandelier hebdo précédent. Si ça casse, Wall Street va probablement lâcher du lest. Donc les scénarios pour moi de la semaine, c'est donc déclenchement du yen. J'aimerais le voir, donc j'aimerais voir l'euro-yen chuter, j'aimerais voir le VIX exploser, j'aimerais voir les junk bonds vendus, j'aimerais voir les taux américains s'écrouler, en tout cas bien baisser, montrer la recherche des contrats de taux, des actifs refuges, donc en fait acheter tout le refuge, voilà, des taux, du VIX, du yen, je veux voir tout ça s'apprécier, je veux voir le dollar retracer, voilà, donc je veux voir le dollar baisser un petit peu, c'est pour ça que en termes de yen, c'est plutôt dollar-yen à court terme pour moi qui serait plus intéressant, mais comme moi je suis déjà sur l'euro-yen, je ne vais pas m'en remettre une tartée de celui-là. Par contre, j'ai pris des petites ventes des XY, je vous l'avais dit la semaine dernière, celles-là elles sont déjà sécurisées et elles se déroulent très bien. Tesla, je m'attends à ce qu'elle, celle-là, elle se prenne une clacasse, mais monumentale. Là, on est simplement sur la clôture du gap, donc attention pour l'instant à ce que ce soit pas, voilà, mais je m'attends à ce qu'on poursuive. C'est-à-dire que pour moi, Tesla, Nvidia, Apple, Facebook, Boeing, pour moi, tout ça, c'est ceux qui sont en première ligne. Si on a une baisse à Wall Street, c'est les premières actions qui vont être délestées, je pense. Et ça veut dire que comme tout le monde était à l'achat dessus et qu'il va y avoir donc beaucoup de demandes vendeuses et probablement très peu de demandes acheteuses en face, on risque d'avoir des baisses assez sensibles sur l'ensemble de ces actions. Donc Tesla, Apple, machin, tout ça, moi je les ai en portefeuille et je m'attends à ce qu'elles me rémunèrent considérablement dans les prochains jours. Voilà. Donc de toute façon, moi je vous l'ai dit. Alors autre chose, je vous le donne avant. Je m'attends à ce que Apple se prenne une news merdique au courant de la semaine. Là aussi, ça fait un moment qu'Apple ils sont tranquilles. Le marché est déjà en train de se projeter donc vers les prochaines publications de résultats. Et je pense que voilà, Apple, ça va commencer à pricer le fait que les chiffres sont pas aussi bons qu'on attend, toujours pareil. Ils sont bons encore une fois, mais à chaque fois, il faut bien vous dire un truc, quand on paye une action très chère, il faut que tout soit vert dans le tableau. Sinon, c'est que les analystes et le marché a un petit peu des œillères et surtout des étoiles plein les yeux. C'est exactement le cas sur Apple, puisque pricer Apple $195, alors que les ventes ne sont pas franchement géniales. C'est toujours pareil, on me dira les ventes d'iPhone sont un peu décevantes, mais on vend beaucoup d'Apple Watch. Voilà. Bon, donc il faut faire attention, au bout d'un moment on va se rendre compte que aïe, pas génial, et puis surtout je vous dis un beau jour on va se rendre compte que la clientèle d'Apple est déjà en train de se faire la malle, et que malheureusement ils reviendront jamais. Et que ça, malheureusement, un jour, ça va se voir sur les ventes. Et le jour où ça va se voir sur les ventes d'un actif qui a été aussi suracheté qu'Apple, ça risque de pricer méchant. Tesla, même chose. Encore une fois, c'est un business model complètement branlant, Tesla. Alors si, ou alors c'est miser sur le futur. Mais miser sur le futur dans 20 ans, en étant conscient que là, vous le payez l'action à un prix complètement ouf. Moi, Tesla, je ne suis pas contre des achats. Mais encore une fois, moi, par contre, Tesla, j'achète sous $200. Sous $200, ça me semble achetable, Tesla. Et intéressant pour effectivement des positionnements futurs. Mais à ce prix-là, faut être fou, quoi. Faut être complètement baisé du cerveau pour acheter du Tesla à ce prix. Mais encore une fois, c'est pas grave. Moi, ceux qui les ont achetés à ce prix-là, Elon Musk compris, j'étais d'accord pour leur vendre. Nvidia, donc voilà. De toute façon, vous voyez, c'est tout ce qui s'est fait un peu dézinguer la semaine dernière. Donc Nvidia, le gros signal de vente.
Ça, pour moi, c'est pareil. On passe sur les renforts à Nvidia. Ça s'annonce mauvais sur toutes ces actions-là. Je pense qu'elles commencent déjà à donner les gros signaux de fatigue qui permettront des grosses ventes. Donc moi, pour l'instant, qu'est-ce que j'ai en portefeuille? Donc j'ai toujours Facebook, Apple, Tesla, Nvidia. Et j'ai pas Boeing. Donc je vous rappelle, j'ai pas Boeing parce qu'on est beaucoup trop bas sur les prix. Donc j'attends Boeing, la stabilisation. Un petit rebond et j'attendrai la cassure du bottom qu'on aura formé sur ce petit rebond. Donc pour l'instant, Boeing, c'est impossible pour moi de vendre, trop risqué. Voilà, beaucoup trop risqué. Donc celle-là, je la prendrai malgré moi sur breakout et pourtant je la cherche. Celle-là, je la veux, mais voilà. M'a pas donné le signal que je voulais. General Electric, je reste à l'achat sur celle-là. Elle fait une belle séance. Elle jouera elle aussi son rôle d'actif refuge. Et là, ça m'intéresse. Donc on a le petit triangle. Malheureusement, pas de confirmation au momentum. Ça aurait pu être sympa de l'avoir. Mais je reste acheteuse de ce truc-là. Je m'attends à ce que là, on parte de la zone des 13 jusqu'au 18. Ça fait un bon 50% de hausse. Et ça ne sera pour me déplaire. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Alors un petit tour calendrier économique. On aurait dû commencer par ça, c'est vrai. Donc l'IFO, allez, encore des stats allemandes qui tombent en dessous du consensus, ça continue. Qu'est-ce qu'on va avoir d'intéressant? Ah oui, les ventes de logements neufs, ça va faire bouger Wall Street. Je vais mettre une petite alerte. Hop. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans qui pourrait être intéressant? Commande de biens durables éventuellement, parce que ça peut être lié à la croissance, mais bon, enfin, voilà. Par contre, moi, je pense que le PIB trimestriel, ça, c'est the big one. Disons que ça, si ça tape vraiment hors du consensus, je pense que ça peut créer une forte surprise du marché. Maintenant, je ne m'attends pas à ce que ce soit nécessairement cataclysme. D'accord? Mais par contre, ça, je m'attends à ce que ça bouge. Ça, oui. Parce qu'il faut vous dire un truc. Je vous rappelle, donc, la rentabilité du tax plan de Donald Trump, c'est en nette perte quand on est sous 3% de croissance, à l'équilibre si on est à 4. Donc rendez-vous compte du truc. C'est-à-dire qu'il leur faut, entre guillemets, entre 3 et 4% de croissance pour financer leur saloperie qui coûte des milliards. Avec un PIB à 2, voilà. Donc il faut vous dire, c'est un peu le nerf de la guerre, parce qu'on sait bien qu'il y a une bulle de crédit et que évidemment, il faut pas arriver dans la zone rouge quand on joue avec le crédit, sinon derrière c'est tout le système financier qui s'effondre avec les risques systémiques qu'on connaît. Donc il faudra faire attention avec le PIB. Je pense pas nécessairement que ce soit la fin du monde, mais je pense que s'il peut y avoir une surprise cette semaine en termes de statistiques, c'est là. Je pense que ça se fera. Même si très honnêtement, je pense pas nécessairement qu'il faille complètement se crisper sur ce truc-là. Voilà. Je ne pense pas que ce soit end of the world. Par contre, je pense qu'il faut faire attention. Allez, ça, on va le noter pour la mi-GBP. Ça, clairement, c'est le moment de la semaine. Donc, vendredi matin pour le GBP. Donc, probablement des trades GBP à prendre jeudi en anticipation avant le PIB, puisque je pense qu'ici, on pourrait avoir une très forte réappréciation de notre ami, le GBP. Voilà, tout ce qu'il y a à dire sur cette semaine. Allez, je prends vos questions. Alors, pour une fois, pour le BTC, on va te reprocher de ne pas avoir été assez bear. Non, je ne pense pas, encore une fois. C'est juste que c'est vrai qu'en ce moment, je trouve que le marché J'ai toujours tradé comme ça, si vous voulez. Seulement, dans les années passées, je trouvais vachement plus souvent les sommets parfaits, les bottoms parfaits, ce que j'appelais les perfectos. C'est-à-dire quand je spécule et bam, je trouve le point bas et c'est parfait, c'est génial. Derrière, je sécurise le trade. Et puis, les scénarios géniaux. Les trades où ça se déroule, c'est que ça passe comme dans du beurre. Et là, non, ça ne se produit plus tellement depuis, on va dire, 6 mois, 1 an, parce que je sens que le marché il est en train de changer un peu de psychologie. Les scénarios sont plus complexes, les montages un peu plus gênants, piégeux. Et puis surtout, les marchés, comme je vous l'ai dit, rentrent dans cette phase-là où j'ai l'impression qu'ils ont une mémoire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on sait que ces niveaux ils devraient générer des achats, mais on s'en fout parce que les robots ou Dieu sait qui continuent de vendre encore le marché et on pousse les tendances toujours au-delà de ceux où elles devraient aller. C'est-à-dire qu'il y a le marché n'a jamais d'obligation d'aller et de s'arrêter à un endroit. Mais théoriquement, voilà, ce qui pour moi fonctionnait pendant des années, fonctionne un peu moins maintenant et le marché a tendance à pousser à travers les niveaux. Et vous voyez, ça le fait partout. Bitcoin, je commence à déclencher des achats. Il faut que j'attende 2 semaines avec encore un petit peu plus de baisse avant que peut-être on revienne casser les résistances. Vous voyez, c'est qu'en termes de timing, maintenant, je tape beaucoup plus rarement sur le bon timing, parce que le marché est très bizarre, je pense, dans la gestion de la liquidité en ce moment. Mais je pense que c'est qu'une phase et que tout ça, ça finira par passer. J'aime bien ton... ok.
J'en meurs pas d'envie, c'est juste qu'il faut bien comprendre, encore une fois, un permabère, il va lui chercher effectivement le crack et compagnie pour des raisons X ou Y. Moi, je m'en fous du crack. Le seul délire, c'est que moi, je suis un trader, donc ce que j'aime, c'est la volatilité. Moi, j'aime les mouvements de prix parce que plus ça bouge, plus je fais de pognon. Faut pas se leurrer là-dessus. Donc, pourquoi ça me plairait en fait un scénario baissier avec des baisses de 10 à 15%? C'est tout simplement parce que ça va me donner beaucoup plus de pognon que si on reste dans les scénarios de hausse graduelle sur volatilité écrabouillée, c'est-à-dire des petites séances de 0,5% qu'on enquille l'une après l'autre pour monter petit à petit. Ça, c'est très chiant et ça procure très peu de gains. Donc moi, ça m'embêterait ce scénario-là parce qu'en termes de rentabilité, ce sera beaucoup moins rentable qu'une bonne grosse chute de 10 à 12%. Mais encore une fois, c'est pas moi qui choisis pour le marché. Mais voilà, c'est pour t'expliquer ce biais. Je suis pas de ces gens-là qui ont un biais vendeur. Tout le monde pense que c'est le cas. Je veux dire, il n'y a pas de secret. Le nombre de gens qui me cataloguent permabère, c'est assez impressionnant. Mais encore une fois, c'est pas grave. Voilà, moi, je m'en fous qu'on me catalogue. Je sais ce que je suis. Je suis pas permabère. J'ai eu un biais vendeur pendant quelques années. Je l'ai travaillé, ce biais bear. Je ne l'ai plus aujourd'hui. Alors. Ça vient pas de se ramasser. Si. Alors en plus, voilà, je vous l'ai dit, il n'y a pas eu de... j'ai pas cherché à me planquer, mais sur la partie Bitcoin, en général, dans le contexte, je me trompe assez rarement. Mais alors quand même, rappelez-vous qu'ici, j'ai quand même osé vous dire qu'on aurait une semaine, qu'on n'aurait probablement pas de volatilité sur cette semaine. Bon, je me suis franchement planté. J'avais aussi également dit qu'on casserait probablement pas le plus bas du chandelier, mais qu'on aurait peut-être quelques chances d'aller casser le plus haut. Bon, là, bam, raté complet. Autant vous dire, voilà, là, franchement, sur les scénarios proposés la semaine passée, c'est complètement planté sur l'intégralité du scénario. Voilà. Il n'y a pas de secret là-dedans et je ne me cache pas. En x2, je ne sais pas si c'est écoutable. Alors, on a passé le support. BTC va s'effondrer. Tu vois que non. Ok. Non, c'est IOTA. Je les laisserai sur le... je les laisserai sur le compte Binance pour l'instant parce que je n'ai pas d'autre choix. Alors, qu'est-ce que c'est? Un trader français a pris une position cumulée de 66 milliards de... Ouf, oui, s'il a acheté les indices, lui, il est mal barré. Il s'est un peu trompé, lui. Attendez, on va regarder juste pour le plaisir. Oh putain, pour compte propre. Oh merde. Oh là 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 là. Lui, il est ruiné. Voilà. Lui, il est ruiné parce que là... oh putain. 6,6 milliards pour 20 000 euros de capital. Oh putain, lui, le gap ce matin, il a dû le sentir passer. Là, lui, le mec, il est ruiné et puis il va être endetté pendant les prochaines années. Hop, pardon. Donc oui, lui, il est dans la merde et il a acheté quoi? Des contrats futurs S&P 500. Bravo. Alors toi, mon gars, t'es mort. Et puis des contrats Eurostoxx 50. Voilà. Bon, on est dans le summum de la connerie. Alors attends, il décide ensuite de négocier sur les contrats futurs et parvient à terminer la journée sur un gain dans un tournement de marché à la fin de journée, le solde créditeur. Aruna Traoré. Oh putain, en plus il porte un nom, lui, le pauvre. Indique avoir commencé ce matin-là à trader chez Crescendo. Ça va leur faire de la bonne pub à Crescendo. Bon, bref, parenthèse refermée. Allez, on passe aux autres questions. Mais oui, effectivement, lui, il va s'amuser dans les prochains jours. Est utile pour effacer les prix? Je n'ai pas trop compris. Alors oui, non, c'est pas la théorie d'Elliott, c'est tout le cadre technique. D'accord? C'est-à-dire la partie cadre technique, étape 2 de la stratégie. Donc petit rappel, 1, c'est le contexte. Tu regardes si tu es dans un marché en tendance, en range. Range haussier, range baissier, bulle, crack, marché manipulé. Voilà. Savoir à qui tu as affaire, parce que les stratégies que tu vas adapter derrière sont différentes. Dans un range, c'est trading de nœuds. Tu te rappelles les niveaux Fibonacci. Dans une tendance, tu cherches les signaux dans le sens de la tendance et tu traites jusqu'à ce que tu aies des TP ou des exits. Et dans ce cas-là, tu arrêtes de trader cette tendance et tu passes de la tendance au range. Donc contexte. Ensuite, étape 2, donc un cadre technique, soit Elliott, soit des harmonies de pattern, soit ce que tu veux. Il y a des cadres techniques, il y en a des centaines.
Mais le but du cadre technique, c'est simplement d'effacer les prix. Voilà. Moi, en fait, c'est pour le biais psychologique que je vous avais dit cette chose-là, pour que vous compreniez bien l'objectif. Parce que ce qui est important, c'est de traduire très rapidement les biais que vous allez avoir en tant que débutant. Les biais que j'avais moi aussi à l'époque, je vous parle de connaissance de cause. Quand on apprend le trading, on a le besoin de comprendre les choses et on essaie de comprendre le marché en pensant que du coup, Elliott explique le marché, les harmoniques patterns expliquent le marché. Ça n'explique que dalle. Le marché, vous ne le comprendrez jamais. D'accord ? Il ne faut pas chercher à le comprendre, il ne faut pas chercher à le cadrer, il faut juste comprendre que l'objectif du cadre technique, c'est de supprimer 80% des prix. C'est-à-dire que quand tu fais ton analyse elliotiste, tu vas te retrouver avec des zones comme ça, où tu vas dire, théoriquement, avec ma projection elliotiste, c'est dans cette zone que je devrais trouver éventuellement un renversement de prix. Mais le fait d'avoir fait cette démarche, l'objectif, c'est pas de dire, le marché va obligatoirement aller là et me donner un signal dans ma zone, c'est juste de dire que tout ce qui se passera entre le prix actuel et cette zone ne t'intéresse pas. Tu viens de supprimer 80% des prix. Et c'est ça, le but du cadre technique. C'est de faire en sorte que 80% du temps, tu sois dans l'attente que les prix arrivent dans ta zone. Et une fois que tu es dans la zone, tu passes à l'étape 3 de la stratégie, chercher le signal de trading. Mais cette étape, elle est essentielle, parce que la plupart des gens, ils mettent les indicateurs sur leur graphique. Je le sais, parce que moi, si tu veux, quand les gens s'abonnent et se désabonnent le lendemain, je sais que la personne, elle n'a juste rien compris à la stratégie. Elle a foutu les indicateurs sur le graphique, puis elle a dit, oh, mais là, regarde, il libère, et puis ça monte, c'est que c'est tout pourri, allez, hop, je quitte l'abonnement. Encore une fois, si tu cherches les signaux bêtes et méchamment là où il ne se passe rien, ça n'a aucun intérêt. Les signaux, ils doivent se procurer dans la zone, et c'est quand tu arrives dans la zone, tu vois, par exemple, on va dire, admettons, ici, la zone, elle était là. Voilà. Ben, tu arrives dans la zone, tu sais que tant que tu es au sein du cycle bullish, c'est pas possible de vendre. Donc tu es obligé d'attendre que ça passe en TP, et tu es obligé d'attendre que le momentum confirme, et là, effectivement, tu peux vendre avec un risque limité. Les indicateurs, leur but, c'est de limiter votre risque de vous faire dézinguer et de trader à l'inverse. Mais il faut que ça se produise dans une zone de prix. Voilà. Donc chercher juste les signaux comme ça peut donner une information sur les cycles, mais encore une fois, des signaux qui se produisent hors des zones n'ont aucun intérêt technique. Parenthèse refermée. Alors, ben voilà, en plus Arnaud t'avait répondu. Merci pour ton analyse sur MDMC, très pédagogique pour moi qui ne connais pas et n'est pas utilisé Elliott. Justement, j'hésitais à entrer entre l'overlap. La vague est terminée. Dans le cas, si j'attends la correction, je risque de rater le train. Alors ça, il faut faire attention. Moi, quand je lis ça dans ton message, déjà, il y a un problème. Risquer de rater le train, c'est pas grave. Donc on s'en fout. Au pire, tu rentreras sur breakout. On est dans un actif qui est en tendance. On est sur de la fin de tendance, on est d'accord, mais sur une tendance. Donc normalement, là, tu peux quand même considérer les entrées en breakout. Maintenant, la différence entre l'entrée spéculative et l'entrée en breakout, c'est que l'entrée spéculative, elle peut se faire avec un levier bien plus grand, puisque à risque équivalent, quand tu vas trader avec un breakout, ton stop est beaucoup plus loin, ton levier est forcément beaucoup plus diminué. Donc le gain potentiel derrière est également diminué. C'est pour ça que moi je favorise la spéculation. Voilà. Dans ce cas, peut-on toujours espérer un rebond dans la zone 1, 19,90, 19,50 ? On va regarder ça. Alors 19,90, on y est déjà pratiquement. Et tu vois que là, on n'a qu'une seule vague de baisse. Alors on pourrait peut-être en considérer deux, mais moi je ne vois pas de structure de consolidation au milieu. Donc là, moi je te dirais prudence. Ça semble effectivement indiquer une première vague de baisse. Alors, l'astuce elliotiste que je vous ai donnée dans l'émission sur Elliott, quand c'est compliqué comme ça, il faut vous dire à chaque fois que la vague fait un pullback, vous comptez un creux. Donc là, ça fait un creux, pullback, 2 creux, pullback, 3 creux, pullback, 4 creux. Si tu as 4 creux, c'est pas possible que ce soit une vague A. D'accord ? Parce qu'une vague A, c'est supposé être une impulsion, donc un marché en 5 vagues, avec des comptes impairs. Donc là, normalement, tu ne peux pas acheter ce bottom, parce que ce n'est pas le bon. Si tu recherches une vague A, tu recherches un décompte impulsif, donc 5 vagues ou un décompte impair. Ça veut dire que là, théoriquement, il te manque un bottom. Donc moi, je dirais attendre, et effectivement, ça me semble indiquer que 19,90, 19,62, ces zones-là qu'on avait identifiées, c'est probablement ici que tu viendras trouver ta vague A. Donc moi, je dirais ici. Les deux premiers me semble assez intéressant pour jouer une zone d'achat. Donc à chercher des signaux là-dedans. Tu vois que ton sine wave, malheureusement, il est déjà passé sous sa target. Donc attention, mais là, si tu es chaud, je pense, un momentum, ça peut se tenter avec un achat de momentum, mais alors il faudra sécuriser rapidement. Parce que le risque, tu vois, dans un marché comme ça, c'est comme tu as vraiment pété ta target du cycle bullish, ton sine wave, ils viennent là, ils disparaissent, et en fait, quand tu viens là, tu vas retrouver un cycle bear qui va te pousser derrière plus bas.
Donc il faudra vraiment faire attention à ça. C'est le risque, entre guillemets, qu'il y a dans le marché que j'ai en face de moi là. D'accord ? Le fait que dans ce cas-là, tu sois dans un décompte baissier, d'accord, qui fasse dans ce cas-là vague 1, une vague 2 dynamique, là tu serais dans une grosse 3 à finir, et tu ferais 4-5 derrière. Tu vois ce que je veux dire ? Donc dans ce cas-là, ça pourrait être gênant. Ou alors là, dans ce cas-là, tu fais ta 4 ici, voilà, mais il te restera dans ce cas-là une 5 à faire là. Tu vois, mais dans tous les cas, dans le décompte, là, c'est plus possible. Donc moi, je dirais que là, il ne faut pas que tu cherches à acheter. Même si on franchit des petites résistances, moi, je dirais qu'il faut être patient. Par contre, à ta place, je mettrais quand même une alerte là. C'est-à-dire que si on refranchit des résistances, pourquoi pas, dans ce cas-là, je te dis, jouer un scénario de type breakout. Maintenant, moi, là, en termes de durée de la consolidation, ça me semble complètement insuffisant. Tu vois, là, le temps que ça a mis à consolider sur la vague 2, ça m'invite à penser que là, ta vague 4, elle en a encore pour un bon moment. Donc je te dirais vraiment patience. Là, tu n'es pas encore dans le moment où le marché risque de retrouver une structure en tendance. Par contre, ça me semble beaucoup plus probable que le marché là, nous prépare un flat, si tu veux, c'est-à-dire une première vague de baisse, deux à la hausse. Mais non, puisque flat ne pourrait pas faire des impulsions. Bon, pour l'instant, consolidation, donc moi je te dis prudence. Tu ne cherches pas trop à comprendre et tu attends d'avoir un double signal propre et tu attends au minimum qu'on ait visé les 19,90. Moi je ne peux pas te dire autre chose. Dans des ranges, il faut être prudent. Donc je t'invite simplement à la prudence. Et je dirais, dans le doute, tu vois, tu prends ton bottom, tu prends ta vague 3 et tu me fous une stratégie de range. Et tant qu'on n'est pas au bord, tu fais rien. Ok ? Tu vois, donc moi, ça semblerait indiquer effectivement vers cette zone-là, ces supports par-là là, me semblent assez attractifs. Donc très légèrement sous les 19,90 pour essayer de jouer donc des achats. Et là, tu serais donc en plein dans la dumb zone. C'est-à-dire qu'ici, si tu t'amuses à trader, pas bon quoi. Voilà. Donc je dirais vraiment prudence. Allez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite également une bonne semaine. À demain.